Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP Patrimoine 24. Je suis avec Ludovic Usieux. Ludovic, bonjour. Bonjour Frédéric. Ludovic, vous êtes un des cofondateurs de groupe Artemis Courtage. On va revenir sur cette structure. D'abord, première question, vous intervenez sur le crédit immobilier, vous êtes courtier. C'est un peu difficile en ce moment, j'ai même depuis plusieurs mois avec la remontée des taux, non? Oui, j'ai connu plus facile dans ma vie d'entrepreneur. Ouais. Ça fait effectivement un an, en fait, au mois de mars, là, le 13e mois consécutif de hausse sur les crédits immobiliers. C'est orienté à la hausse et de façon assez intense, puisque les taux sont orientés, et ce qui veut dire votre volume d'affaires, il se contracte? Il se contracte, le volume de transactions immobilières s'est contracté et par conséquent, évidemment, le volume de crédit s'est tassé également. On empruntait dans des conditions excellentes depuis 5 ans, en moyenne 1%. En un an, on est passé de quoi à quoi? On était à 1% sur 20 ans en février 2022. Ce qui était vraiment pas cher. Ce qui était vraiment pas cher, à taux fixe sur 20 ans. On est aujourd'hui à plus de 3% sur 20 ans. Donc, vous voyez, on a gagné 200 points de base sur une année. C'est plus vraiment les mêmes dossiers, c'est plus les mêmes taux d'endettement et c'est plus les mêmes capacités d'emprunt. Ça veut dire contraction du volume d'affaires pour vous qui êtes courtier? Effectivement, les volumes de crédit, l'année 2022 a été globalement une bonne année, mais qui a été embarquée par un premier semestre qui a été fantastique, poussé par une fin d'année précédente qui était vraiment super. La contraction de business, c'est quoi? Mais la contraction de business, elle est de l'ordre de 20% dans le groupe. D'accord, c'est sensible. Oui, c'est sensible quand elle est environ 40% sur le dernier trimestre glissant sur le marché global immobilier français. Ça veut dire que sur un marché qui se contracte, vous avez plutôt bien tiré votre épingle du jeu? On a plutôt bien tiré notre épingle du jeu. Les périmètres sont pas tout à fait constants. On a aussi plus de conseillers financiers, plus de points de vente. Mais on a essayé de mettre effectivement notre expertise et nos solutions sur mesure au profit des clients. Ça prend plus de temps pour faire moins de dossiers, mais on est toujours là. D'accord. Artemis Courtage, c'est quoi? Vous êtes un courtier en crédit. Vous pouvez nous en dire quelques mots? On est effectivement le métier d'origine. J'ai cofondé ce groupe il y a 15 ans. Au départ, on faisait que du crédit immobilier et de l'assurance emprunteur. On est intermédiaire. On négocie pour nos clients et vis-à-vis des banques, les crédits immobiliers pour des clients qui veulent emprunter pour un appartement ou une maison. Et puis, au fil des années, on s'est diversifié. Ça s'est élargi. Exactement. On fait aujourd'hui du regroupement de crédit, de la gestion de patrimoine, on fait de l'immobilier neuf, on fait du crédit professionnel. On fait tout un tas de sujets, on traite tout un tas de sujets qui viennent répondre à des problématiques et à des demandes de nos clients. Comment ? Il y a combien de salariés, si c'est un bon indicateur? Je ne sais pas si c'est un bon indicateur. Si, c'est un bon indicateur. On a une centaine de points de vente aujourd'hui sur la métropole française. Et on a un peu plus de 550 personnes qui s'occupent de gérer les demandes de nos clients. Imaginons, je suis CGP. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en termes de business? On peut faire plein de choses. Ce qu'on fait le plus avec les CGP aujourd'hui, c'est financer évidemment de l'immobilier de défiscalisation, soit sous des formes de financement de loi de défiscalisation, soit en finançant des SCPI. C'est devenu parfois un peu sportif de financer des SCPI indépendantes, puisque les banques aiment bien... un peu frileuses. Elles aiment bien surtout financer leur propre SCPI, donc il y a parfois un petit peu de... C'est parfois un problème quand même. Parfois un peu problématique, donc c'est les deux voies d'entrée et c'est les deux sujets qu'on finance le plus avec les CGP. Pourquoi, si je suis CGP, bon vous êtes sympathique, il n'y a pas de sujet, mais pourquoi je travaillerais plutôt avec Artemis Courtage qu'avec un autre? Parce qu'on met effectivement notre expertise au service des CGP, qu'on a des solutions dédiées pour les CGP et qu'aujourd'hui, au-delà de toutes ces problématiques de financement de produits de SCPI ou de loi de défisc, il y a aussi le taux d'usure aujourd'hui qui vient compliquer la vie des CGP. Et on propose des solutions aussi sur mesure pour contourner ce taux d'usure quand cela est possible. Évidemment, on n'est pas des magiciens. On le rappelle, le taux d'usure, c'est les taux n'ont cessé de monter depuis un an. Les autorités fixent un taux au-delà duquel on n'est pas autorisé à prêter de l'argent. C'est le taux d'usure. Exactement. Et parfois, on a vu des emprunteurs qui étaient coincés, ne pouvant pas acheter, qui avaient les moyens, mais ne pouvant pas acheter parce que... Qui étaient parfaitement solvables, qui avaient l'apport nécessaire pour le faire, mais qui étaient bloqués, qui tapaient l'usure, comme on dit dans le jargon. Comment on fait pour contourner
Pour contourner, on peut contourner le principal ajustement qu'on peut faire sur un crédit immobilier quand on se rapproche de l'usure ou quand on le dépasse, c'est l'assurance. L'assurance emprunteur qui représente dans le coût total du crédit le second poste le plus important après les intérêts du crédit lui-même. Quand on demande une assurance emprunteur, notamment sur un produit de défiscalisation pour de la gestion de patrimoine, SCPI ou loi de défisc, ce qu'on peut faire, c'est déléguer l'assurance auprès d'une compagnie d'assurance extérieure et donc pas auprès de la banque et demander à être garanti au plus juste. C'est-à-dire que quand on emprunte pour, par exemple, des parts de SCPI, on peut demander à n'être assuré qu'en cas de décès ou perte totale et irréversible d'autonomie. Donc il y a une vraie ingénierie. Oui, il y a de l'ingénierie financière. On réduit les garanties, mais de toute façon, on n'en a pas besoin pour de l'investissement. Pas besoin d'ITT. Si on est malade et qu'on ne travaille plus, on aura en face de ça quand même nos revenus fonciers qui vont tomber. Ça ne va pas s'arrêter. Donc on ne prend pas ces garanties, on réduit le coût de l'assurance et on repasse sous l'usure quand c'est possible. Oui, c'est ça. Tant que l'argent n'était pas cher, on pouvait emprunter sans trop regarder le détail. Maintenant, il faut analyser le dossier. Exactement. Il y a un effet ciseau entre l'usure et la hausse des taux de crédit. Et il faut être aujourd'hui encore plus expert qu'hier sur le front des crédits immobiliers. C'est très clair. Merci Ludovic d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis avec Maël Toledano. Maël, bonjour. Bonjour. Maël, vous êtes le directeur commercial de Willins. On le rappelle, vous êtes un des spécialistes de l'assurance vie luxembourgeoise. J'ai l'impression que pour vous, ça a été une belle année 2022. 2022 était une très belle année. Alors 2021, c'était déjà une année extraordinaire. 2022, c'était du même tonneau. Donc c'était une très très belle année en termes de collecte, en termes de... Qu'est-ce qui explique ça? C'est quoi votre recette? Je pense que le Luxembourg, ça y est, a trouvé sa place. Maintenant, c'est plus de façon opportuniste. On n'a plus besoin de faire de l'éducation. Voilà, les gens savent ce que c'est que l'assurance vie luxembourgeoise, l'intérêt, entre guillemets, les bénéfices du produit. Tout à fait, c'est rentré dans les mœurs. Maintenant, on sait que quand on a un certain montant avec une clientèle exigeante en termes d'actifs, en termes de sous-jacent, en termes de différenciation, on se tourne naturellement vers le Luxembourg. Bon, en même temps, sur ce marché de l'assurance vie luxembourgeoise, bon, il y a Willins, mais il n'y a pas que vous. Il y a aussi des non-franco-français qui sont allés. Pourquoi on va travailler avec vous plutôt qu'un autre? Déjà, c'est intéressant. C'est ce que je dis souvent ces derniers temps. Quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, nous étions plus de 40 assureurs. Aujourd'hui, nous sommes 9. Donc, nous sommes beaucoup moins. Donc, ça c'est les gros. Voilà, c'est les gros qui restent les plus solides. Et je dirais qu'il y a une grosse partie d'assureurs français et quelques assureurs qui sont purs luxembourgeois. Donc, nous, on a la particularité d'être le seul acteur purement luxembourgeois détenu par des luxembourgeois qui n'opèrent qu'à partir du Luxembourg. Et c'est vrai que quand on va déplacer son argent, ses actifs à l'étranger, moi, je trouve ça plus rassurant d'aller chez un pur player luxembourgeois. Ouais. Et en plus, on est sur une entreprise entrepreneuriale, comme on dit. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas de gros zinzin derrière. Non, ce sont 3 familles historiques qui ont fondé le groupe au-dessus, le groupe Foyer, il y a 100 ans et qui sont toujours actionnaires à 100% du groupe Foyer. Bon. Maël, vous êtes un bon observateur du marché de l'assurance vie. C'est quoi le tiercé gagnant en ce moment? Qu'est-ce que les investisseurs mettent en portefeuille, en classe d'actifs? Je dirais que depuis un an et demi, c'est vrai qu'on voit beaucoup de private equity. On en avait beaucoup avant, mais on en a vraiment beaucoup aujourd'hui. Ça s'accélère. Ça s'est accéléré. On a 100% d'augmentation en termes de référencement d'actifs de private equity. Quel segment sur le private equity? Parce que c'est devenu un marché, c'est vrai, très, très, très large, le private equity. Oui, tout à fait. Au début, il devait y avoir 15 acteurs. Maintenant, il doit y avoir 200 acteurs. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a plus de choix. C'est beaucoup de l'immobilier, beaucoup de private equity immobilier, alors sous forme de fonds, sous forme d'obligations privées. Donc avec des rendements qui sont intéressants. Alors il y a un peu de tout, je dirais, dans ce type d'actifs. Donc il faut bien sélectionner l'obligation, par exemple, dans laquelle on va investir. Il y en a certaines qui sont moins solides que d'autres, mais ça c'est une vraie demande. Donc le private equity, et en particulier private equity immobilier. Tout à fait. Si on fait un tiercé. Je dirais les actions françaises. Les actions françaises. Le CAC 40 a battu un record. Oui. Donc les actions françaises, il y a eu beaucoup de demandes. C'est pas inquiétant qu'il aille aussi haut, si vite. On se dit qu'à un moment, ça va corriger, non? Disons qu'il n'y a pas de raison pour que ça monte aussi haut, aussi vite. Donc c'est ce qui fait peur aux économistes. Néanmoins, c'est vrai que ça a attiré quand même ça tourne. Les contrats. Donc il y a eu beaucoup d'investissements. Il y a beaucoup de clients qui sont revenus vers les actions françaises.
Donc ça, c'est un vrai plus. Les actions américaines, les autres actions en général, n'ont pas bénéficié finalement de ce rebond rapide. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le... Oui, sur les marchés américains, on trouvait que c'était un peu cher. Certains observateurs trouvaient que c'était un peu cher. Donc les actions françaises, c'est recherché. Exactement. Et ça contribue à entretenir la hausse de l'indice. Allez, un tiercé, un troisième thème, une troisième classe d'actifs. Et la vraie demande depuis le début de l'année, là, c'est vraiment spécifique à ce début d'année 2023, ce sont les obligations. Les taux d'intérêt ont remonté, du coup vous avez des coupons qui sont intéressants, et donc on a beaucoup de demandes de référencement d'obligations dans les contrats. D'accord. De référencement, on voit beaucoup d'obligations dans les contrats. Parce que là encore, l'univers des obligations, c'est très large. Il y a le govies, les corporates. Qu'est-ce que les gens travaillent, qu'est-ce que les gens recherchent le plus? Ça dépend du type d'investisseur. Hein. Les investisseurs très frileux, ils vont faire du gouvernemental. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un minimum de rendement. Ça peut s'assimiler à des fonds monétaires, d'ailleurs, qui sont également aussi rentables, plus rentables qu'avant. Ouais. Et puis, vous avez les obligations d'entreprise, les grosses capitalisations, où vous considérez que vous ne prenez pas de risque. Là, aujourd'hui, les rendements sont quand même très intéressants. Donc, c'est des obligations européennes, voire des obligations américaines. D'accord, on ne reste pas nécessairement en euros. Ça peut être libellé en dollars. Oui, on en a également en dollars. Alors l'intérêt du dollar, c'est que le nominal est beaucoup plus petit. Avec 1 000 $, vous pouvez acheter une obligation. Alors que c'est vrai qu'en France, si vous voulez une obligation, c'est 50 000 ou 100 000 euros par ligne. Ouais. Ça permet une grosse différenciation, le dollar. Mais les rendements sont présents aujourd'hui. Ok. Vous évoquiez tout à l'heure les monétaires. C'est vrai qu'avec la remontée des taux, on entend certains observateurs dire, et on le constate aussi un petit peu, ça va être le retour du fonds en euros. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'observateur ? Parce que j'imagine, comme tout le monde, vous avez du fonds en euros. C'est un peu incontournable. Alors, le Wellins, on n'a pas de fonds euros. On ne propose pas de fonds euros. Et donc, je suis très content qu'on ne propose pas de fonds euros. Le fonds euro, ça a fait peur ces dernières années. Il y a eu beaucoup de sorties de fonds euros. Il y a d'ailleurs eu une loi, la loi Sapin 2, qui permettait aux assureurs de se protéger contre les sorties massives de capitaux des fonds euros. Aujourd'hui, les rendements sont un peu plus intéressants. Mais il faut également voir que, ce que je vous évoquais tout à l'heure, j'ai lu une note technique du régulateur luxembourgeois, le commissariat aux assurances, qui prévient les assureurs qu'ils doivent déposer le rendement maximum dans leur note technique. Et aujourd'hui, certains assureurs ont des rendements supérieurs, donc se font taper sur les doigts par le régulateur. Après, le fonds euro, il va flirter aujourd'hui avec les 1,90, ce qui est quand même pas foufou, avec des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés. Si on tient compte de l'inflation, on perd toujours de l'argent. Aujourd'hui, la demande, c'est vraiment les dépôts à terme. Pour répondre à votre question d'avant, aujourd'hui, on peut mettre des dépôts à terme dans les contrats luxembourgeois. Alors, on est en cash, donc il y a le risque qui va avec. Ouais. Néanmoins, on investit sur le bilan de la banque. Et sur un dépôt à terme, on peut espérer quel niveau de rendement? Sur un dépôt à terme de 1 an, on peut être à plus de 3% aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est beaucoup plus intéressant qu'un fonds euro. C'est beaucoup plus liquide. Par contre, c'est vrai que autant le fonds euro, on investit sur souvent de l'obligation d'État. Quand on investit dans un dépôt à terme, c'est sur le bilan de la banque. D'accord. Aujourd'hui, les banques européennes... Il ne faut pas se tromper de partenaires. Oui, mais les banques européennes, elles sont très solides. Donc, c'est clair. C'est rassurant. C'est clair. Merci Maël d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis avec Thierry Gueff. Thierry, bonjour. Bonjour Frédéric. Thierry, vous êtes directeur général de Fiducial Gérance. Je suis heureux de vous retrouver. Il y a quasiment jour pour jour, il y a 3 ans, c'était le début du Covid. On nous expliquait que le commerce électronique allait casser la baraque et que les murs de boutiques, c'était over. 3 ans plus tard, c'est quoi le bilan ? Le bilan, il n'est pas ce qu'on pensait il y a 3 ans. Le bilan est beaucoup plus nuancé. Plus nuancé, tout à fait. Il faut remettre les choses en place. Et aujourd'hui, il y a tout à fait une complémentarité entre le commerce boutique physique et le e-commerce. Le e-commerce, aujourd'hui, c'est 15% du total du commerce. Pas plus. Ah non, pas plus. C'est vrai que c'est monté en puissance, mais aujourd'hui, quand on regarde bien, les grands acteurs de l'e-commerce ouvrent des boutiques. Parce qu'on a besoin de voir les produits, oui, on a besoin de toucher, de sentir, d'essayer. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a 3-4 ans, avant le Covid, on ne pensait pas. En fait, ce Covid, ça a permis au e-commerce de progresser, un peu en volume, mais aussi en expertise, en finesse. Oui. En expertise. Mais le commerce, à l'image du commerce en général, si on regarde l'histoire du commerce, en tout cas en France, depuis 50 ans, je veux dire, dans les années 60, il y a une grande enseigne qui a créé le premier hypermarché en région parisienne. Et depuis, ça a évolué.
Et le commerce, c'est un éternel recommencement. Le commerce, il se renouvelle, ça se réinvente. Oui, il faut être agile. Le commerce, il faut être agile. Quand on gère des commerces, il faut être agile. Et c'est pour ça que nous, on a évolué aussi. Je le disais, vous êtes directeur général de Fiducial Gérance. C'est vrai que parmi vos SCPI, vous en avez une qui est spécialisée sur les murs de commerce, mais c'est pas votre seule expertise. Ça représente quoi le commerce dans votre activité? Le commerce dans notre activité, c'est quand même 50%. Sur les 2 milliards qu'on gère, on a 1 milliard en commerce. En commerce. À travers, oui, effectivement, la SCPI FiCommerce. Et un petit peu aussi la SCPI Bureau Boutique. D'accord. Et globalement, cette SCPI FiCommerce... L'autre milliard, c'est quoi? L'autre milliard, il y a un peu plus de 400 millions 500 millions en bureau parisien. D'accord. Du bureau Prime parisien. Quartier central des affaires. D'accord. Ça veut dire très concrètement, quartier central des affaires, c'est quoi? C'est la Défense? Non, c'est tout sauf la Défense. C'est tout sauf la Défense. Paris intramuros, c'est le 8e, c'est le 16e, c'est le 7e, c'est le 8e. Le quartier un petit peu haut de gamme. Des belles adresses. Oui, des belles adresses, et aussi très recherchées. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin d'une adresse parisienne, intramuros. Parce que l'adresse à la Défense, c'est pas Paris. Oui, en ce moment, c'est un peu le creux de la vague, on a l'impression, sur certains segments du bureau comme la Défense. Oui, le bureau à la Défense souffre, c'est clair. Mais c'est un passage à vide, il y a un trou d'air, comme on dit. Par contre, le bureau parisien marche très bien. Les loyers continuent d'augmenter. Fiducial Gérance, donc, on l'a dit, c'est du mur de commerce, du bureau, d'autres expertises? En santé bien-être. Alors, on a un positionnement original en santé bien-être, c'est que on s'attache à la santé et au bien-être, contrairement à d'autres. Ouais. Donc, pour nous, on est dans la santé, on n'est pas dans les EHPAD, on n'est pas la santé médicalisée, voilà, avec des structures. C'est des actifs qu'on achète qui sont réversibles, comme on dit. On peut concrètement, ça veut dire quoi un exemple? Ça peut dire que vous avez une maison de santé, vous pouvez la transformer en bureau, par exemple. Voyez. D'accord. Voilà. Et le bien-être, la santé sans le bien-être ça nous semble important. Ça nous a semblé important. Oui. C'est pour ça que dans le bien-être, on a du magasin bio, on a des salles de sport, on a aussi des... Là, on surfe sur les modes de consommation qui se développent en zone urbaine en France depuis un certain nombre d'années. La salle de sport, le bio... tout ça. Oui, mais on pense que c'est pas, surfer. C'est pas qu'un phénomène de mode, c'est plus profond. Non, parce que la santé stricto sensus, c'est pas suffisant. Oui. Vous le voyez vous-même, vous allez dire les gens, on prend pas que des médicaments. On a besoin de voilà. Et donc tout ce qui est bio, tout ce qui est lié aux activités physiques fait sens. Et aussi, on a dedans, on monte aussi en gamme sur l'éducation. Qui nous semble complémentaire. Thierry Guève, je pense que comme moi, vous lisez la presse, on voit quand même de plus en plus de titres qui expliquent que le marché de l'immobilier dans l'Hexagone est, je dirais pas en souffrance, mais on assiste à des contractions sur les prix, en particulier sur le résidentiel. C'est pas un peu inquiétant, cette tendance? Force est de constater qu'aujourd'hui, depuis un an, je veux dire, le paradigme a changé financier, c'est-à-dire que l'inflation basse et les taux d'intérêt voire très bas, voire négatifs, c'est fini. C'est fini. Donc aujourd'hui, on est dans un autre cycle que les anciens ont connu. Oui, c'est pas nouveau. Hein. Non, c'est pas nouveau. Donc aujourd'hui, l'immobilier s'adapte et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand l'OAT est à 3%, la prime de risque, elle a. Donc mécaniquement, oui, il va avoir une décompression des taux. D'accord. Mais c'est pas, je veux dire, ce n'est pas aujourd'hui la grande catastrophe. C'est aujourd'hui, c'est progressif, une adaptation. Alors le résidentiel, comme vous parlez du résidentiel, oui, c'est un segment, mais le résidentiel, tout dépend où c'est. Et c'est comme l'immobilier en général aujourd'hui. C'est comme ce que vous évoquiez tout à l'heure sur le bureau. Ouais. Sur un même thème comme le bureau, il y a des zones à privilégier, puis d'autres qui traversent le désert actuellement. Oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la localisation est importante, le locataire aussi est important. Donc ça, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais il fait bon de le rappeler. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le marché est un peu en attente. Parce qu'il y a des vendeurs qui sont restés sur des anciens prix d'avant et des prix de 2021 et aujourd'hui des investisseurs attendent que ça corrige un petit peu. Ça corrige un peu, mais ça va pas corriger. Ça va peut-être corriger de 3, 4, 5, 10%. C'est pas non plus. On n'est pas dans le cadre d'une bulle qui exploserait. Non, on n'est pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de bulle. Clairement, il n'y a pas de bulle. Les fondamentaux sont sains. Ok, c'est clair. Merci Thierry Guève d'avoir été avec nous.
Merci Frédéric. À bientôt. Au revoir.